Bonjour à tous, bienvenue à la Fête de la Science 2022 organisée par l'AFM Téléthon. Je m'appelle Gaëlle Even et je serai le modérateur de cet apéro labo. Je vais commencer par vous dire quelques mots sur l'AFM Téléthon. Donc, c'est une association de malades et de parents de malades qui cherche à trouver des traitements pour les maladies neuromusculaires, qui sont des maladies qui touchent les muscles, des maladies rares et évolutives, souvent sans traitement. Et l'association travaille aussi pour accompagner les familles au quotidien pour vivre avec leur maladie. L'association finance également des recherches sur de nombreuses pathologies rares, pas uniquement du muscle, puisque ça peut concerner l'œil, le foie, le sang, la peau, et puis Maxime vous parlera d'intestin. Grâce aux dons du Téléthon, des progrès sont faits. Il y a de premiers traitements qui sont arrivés pour des maladies neuromusculaires. Malheureusement, il y a encore beaucoup de maladies sans traitement et c'est pour ça que les dons sont toujours nécessaires pour aider nos chercheurs à progresser. Quelques consignes pour le déroulement de cet apéro. Donc, c'est de couper vos micros et vos caméras, mais je vois que c'est déjà le cas. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le fil de conversation et puis on y répondra à la fin. Voilà, je passe la parole à Maxime, Alexandra et Sandrine pour vous parler des organoïdes. Ok, donc c'est moi qui commence, c'est ça? Je ne sais pas si tu veux nous présenter ou pas avant Gaëlle, peut-être. Je vais vous laisser vous présenter, ce sera peut-être mieux. D'accord. Donc, moi, je suis le docteur Alexandra Benchois. Je suis directrice de recherche à l'Institut STEM qui est localisé à Évry, en région parisienne. Notre institut est spécialisé dans l'utilisation des cellules souches pour pouvoir étudier et traiter les maladies rares d'origine monogénique, c'est-à-dire qui ne sont dues qu'à la mutation d'un seul gène. Moi, je suis plus particulièrement spécialisée dans les maladies qui touchent le développement du cerveau. J'ai ma collègue Sandrine qui travaille aussi. Alors bonjour, je suis Sandrine Bacdeyan, je suis ingénieure de recherche également à ISTEM et je travaille également sur une autre maladie neuromusculaire qui est la dystrophie myotonique de type 1 et on va vous présenter plus en détail nos activités par la suite. Et Maxime. Et oui, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette présentation. Alors, moi, je suis le docteur Maxime Mahé, je travaille à l'INSERM, alors pas en région parisienne, mais plutôt sur l'ouest de la France. L'équipe est basée à Nantes et notre spécialité, c'est de travailler sur le système digestif. On en parlera tout à l'heure avec un objectif pour nous, c'est d'utiliser les cellules souches pour pouvoir comprendre comment notre intestin fonctionne, mais aussi pour trouver des solutions pour traiter certaines maladies, des maladies digestives comme les maladies inflammatoires de l'intestin ou encore des maladies un peu plus sévères comme les maladies des myopathies viscérales. Voilà. Donc on verra tout ça après. Ok, donc c'est moi qui vais commencer. Le sujet de cet apéro aujourd'hui, c'est les mini-organes qui révolutionnent la recherche. Donc derrière ce titre un petit peu aguicheur, en fait, on va parler de reconstruction de tissus et d'organoïdes. La reconstruction de tissus en laboratoire, elle se fait pour étudier les différentes maladies sur lesquelles on travaille. Et pour pouvoir alors quand on dit reconstruire des tissus, en fait, ce sont des parties d'organes qu'on veut étudier, et qu'on veut obtenir, on dit in vitro, c'est-à-dire cultiver dans des boîtes de pétri au laboratoire pour pouvoir vraiment disséquer, les maladies et trouver des traitements. Et pour pouvoir reconstruire ces tissus, on utilise des cellules qui sont les composantes de tous les tissus, de tous les organes, et on utilise plus particulièrement des cellules un petit peu uniques qu'on appelle les cellules souches. Alors les cellules souches, ce sont des cellules qui ont la particularité d'être capables de se diviser, donc de se multiplier à l'identique. Et lorsqu'on le souhaite, on peut leur indiquer de se différencier, c'est-à-dire de produire une cellule spécialisée d'un tissu. Alors on distingue, nous, deux types de cellules. Il y a ce qu'on appelle les cellules souches adultes. Ce sont les cellules qu'on peut retrouver donc, chez un être humain de son vivant.
Elles sont présentes principalement dans les tissus qui ont un renouvellement rapide et qui se renouvellent perpétuellement. Donc c'est le cas par exemple de la peau. La peau au quotidien, elle s'use et elle est sans cesse renouvelée. Donc il y a des cellules souches dans l'épiderme qui sont localisées, je ne sais pas si vous voyez le pointeur, mais en bas du bulbe capillaire, du bulbe pileux. Et en fait, elles vont se diviser et redonner les différents types de cellules qui constituent les différentes couches de la peau. On en a aussi donc dans l'intestin, donc ça c'est Maxime qui va vous en parler un peu plus, que l'intestin pareil s'abîme tous les jours et doit être renouvelé. Et on en trouve aussi dans la moelle osseuse, c'est les fameuses cellules qu'on utilise pour la greffe de moelle, parce que ce sont des cellules qui vont permettre de reconstituer toutes les cellules sanguines, donc les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc ces cellules-là, c'est entre guillemets assez facile. On peut les prélever chez un individu sain ou atteint d'une maladie et les mettre ensuite dans les petites boîtes de pétri en plastique que vous voyez à côté pour reconstruire les tissus à étudier. L'autre type de cellules souches qu'on utilise, c'est les cellules qu'on dit pluripotentes. En fait, on s'est rendu compte que dans certains tissus, il n'y avait pas de cellules souches, donc, ou elles sont très très rares. Donc c'est le cas par exemple du muscle ou du cerveau, ou alors elles sont inaccessibles au prélèvement, c'est trop dangereux ou c'est trop compliqué. Donc c'est le cas par exemple du cœur ou du cerveau. On ne peut pas aller dans le centre du cerveau sur une personne parfaitement normale pour prélever des cellules. Donc, on se retrouve un peu coincé pour pouvoir reconstruire ces tissus in vitro. Donc, pendant des années, on a fait appel à un autre type de cellules souches particulières qui sont les cellules souches embryonnaires. C'est celles qui sont en haut à droite. Ce sont des cellules qu'on trouve chez les embryons quelques jours après la fécondation. Pratiquement en laboratoire, ce sont des cellules qu'on obtient à partir d'embryons obtenus par fécondation in vitro. Quelques jours après, on ne les remet pas en fait dans l'utérus d'une maman. On les garde en culture quelques jours pour pouvoir prélever ces cellules à un stade où vous voyez l'embryon est une petite boule de cellules non différenciées. Et évidemment, ce n'est pas des embryons qu'on produit pour avoir des cellules souches, c'est des embryons qui sont produits parce que des couples stériles font appel à la fécondation in vitro et que dans ce contexte, certains embryons, quelques jours après la fécondation, on se rend compte qu'ils sont impropres à être implantés chez la maman parce qu'ils sont de mauvaise qualité, qu'ils ne se divisent pas assez ou qu'ils sont en retard. Donc, en théorie, normalement, ils sont détruits. Et le couple, plutôt que de les détruire, peut décider de les donner à la recherche pour qu'on prélève les cellules souches. Donc, on récupère la petite masse de cellules, on la met en culture dans notre laboratoire. Elles peuvent se multiplier. Et parce que ce sont des cellules souches embryonnaires, elles ont la capacité un peu spéciale de pouvoir redonner toutes les cellules de l'organisme. Donc ça nous permet à nous, sous condition qu'on arrive à contrôler cette reconstruction, d'obtenir des cellules musculaires, des cellules neuronales ou d'autres types de cellules qui sont par ailleurs impossibles à obtenir sous forme de cellules souches adultes. Et depuis 2012, il y a eu une révolution au niveau scientifique, c'est que ces cellules pluripotentes, on n'est plus obligé de les obtenir à partir d'un embryon. Il y a un japonais, le professeur Yamanaka, qui a inventé une technique qui lui a valu le prix Nobel, entre-temps, quand même, qui consiste à prélever une cellule quelconque sur un adulte de façon non invasive. Donc, on prend une cellule de sang ou un petit morceau de peau. Et en fait, on a introduit 4 gènes dedans, et ces 4 gènes suffisent à inverser le processus du développement et les cellules retournent à un stade dit embryonnaire. Donc, elle est de nouveau capable de se diviser à l'identique et de donner les différents types de cellules d'un organisme. Donc, évidemment, ça a un potentiel de reconstruction pour nous qui est infini parce qu'on peut prendre un peu de cellules, un peu de sang ou un petit bout de peau à des individus sains pour faire des greffes ou bien à des individus atteints de maladie pour pouvoir modéliser leur maladie à l'infini et donc reconstruire potentiellement tous les tissus à partir de ces cellules. Et après, une fois qu'on a reconstruit les tissus ou les mini-organes in vitro, on peut s'en servir soit pour faire de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire que si c'est du tissu qui a été fabriqué à partir d'un individu sain, on peut l'utiliser pour remplacer une partie d'un organe chez un individu malade. Mais si jamais ces tissus ont été reconstruits à partir d'individus qui sont porteurs d'une maladie, on peut du coup étudier le développement de la maladie dans cet organe et essayer de tester des médicaments. Donc c'est ce qu'on va vous montrer là. Maxime, c'est à toi. Du coup, je passe les dias quand tu me dis de passer les dias.
Mais il faut que tu mettes ton micro, sinon je t'entendrai pas. Personne ne m'entendra. Merci Alexandra. Donc gardez bien en tête ce que vous a dit Alexandra, hein. On va parler des cellules souches ensemble, hein, et on va parler des cellules souches dans l'intestin. Et je vais essayer de vous guider un petit peu au travers de ce qu'on peut faire au laboratoire pour utiliser ces cellules et les utiliser à des fins thérapeutiques. Alors, j'ai fait une bêtise avec mon diaporama, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il n'y a pas d'image d'illustration derrière, donc je vais essayer de vous faire rêver au travers de l'intestin. C'est un organe essentiel, hein, je pense que vous le savez, hein, on l'utilise au quotidien, notamment pour manger. Et aussi bouger, hein, puisqu'on apporte l'ensemble de l'énergie quotidienne grâce à l'alimentation, ce qui va permettre de nourrir l'ensemble des cellules, l'ensemble de nos organes. Et si on va à la deuxième diapo, il faut savoir qu'au cours d'une vie, cet organe est extrêmement important puisqu'on va gérer à peu près 50 tonnes de liquide, hein, en moyenne, et une trentaine de tonnes d'aliments au cours d'une vie. Donc c'est un organe, un tube qui est très important et qui est sollicité en permanence. Cependant, certaines fois, et si on passe à la diapo suivante, cet organe que vous voyez, c'est un tube, hein, et si on regarde vers le haut, donc on va avoir l'œsophage, la grosse poche qui suit, ça va être notre estomac, et puis après, vous allez voir un enchevêtrement de tripes, hein, si je puis dire, qui contient votre intestin et votre côlon. Et tout ce tube va favoriser en fait l'absorption des nutriments qui vont permettre de nourrir votre organisme. Et comment ça marche en fait cet intestin? Et si on regarde un petit peu plus près, je vais vous montrer la vidéo suivante. C'est que c'est un tube qui est vide, un petit peu comme un tuyau d'arrosage, et qui présente plein de cellules en surface, hein, qui se présentent un petit peu comme des doigts de gants au final. Et ces doigts de gants là, c'est eux qui vont être responsables de l'absorption des différents nutriments qui proviennent de votre alimentation. Mais ces doigts de gants, ils sont formés par des cellules très particulières qui sont des cellules souches et qu'on appelle des cellules souches adultes. C'est ce que présentait Alexandra. Ce sont des cellules qui sont contenues dans votre intestin à l'heure actuelle et qui fonctionnent en permanence. Et c'est ces petites cellules bleues là que vous allez voir qui vont se diviser. Se diviser, c'est-à-dire qu'elles vont de... Ah. Je pense qu'il y a eu un petit bug avec la vidéo. Il y a eu un petit bug, ouais. Alors, si on va retourner justement dans ce qu'on appelle la glande intestinale, donc cette petite cavité, ce petit puits qui contient ces fameuses cellules souches. Et ces cellules souches, elles vont se diviser, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se multiplier pour donner naissance à de nouvelles cellules qui vont pouvoir former ces doigts de gants que vous voyez à l'instant à l'image. Ces cellules sont assez magiques puisqu'elles savent exactement quoi faire. Et au cours d'une vie, elles vont en permanence donner des nouvelles cellules, puisqu'il faut savoir que l'intestin refait peau neuve en moyenne 5 à 8 jours. Donc, tous les 5 à 8 jours, l'intérieur de votre intestin est renouvelé. Et c'est un processus normal et naturel qui permet justement d'assurer un bon fonctionnement de votre intestin. Et nous, au laboratoire, on s'intéresse à ces cellules et on va les utiliser pour former ces mini-organes ou ces organoïdes. Alors ça fonctionne, c'est très intéressant pour nous pour savoir comment ça marche, mais ça va être d'autant plus intéressant pour étudier des maladies. Et si on passe à la diapo suivante, il faut savoir que votre intestin, il fait à peu près 8 mètres de longueur, donc ça fait quand même une belle surface, hein, et que c'est aussi un des meilleurs indicateurs de la santé au final. Et comme vous le savez, ou vous avez pu, on utilise depuis toujours cette phrase « comment allez-vous », mais l'origine de cette phrase est quand même « comment allez-vous à la selle », hein. C'est l'indicateur qui nous permettait de savoir au final si vous alliez bien ou pas bien. Et c'est vrai que l'intestin, cet organe si important, il subit des fois quelques pathologies. Et vous allez voir au travers des différentes diapositives, notamment la prochaine, qu'il peut subir différentes altérations. Il peut devenir très gros, ce qu'on appelle un mégacolon ici. Ce sont des pathologies assez rares, mais qui sont très délétères pour le patient. On va devoir enlever ce morceau d'intestin qui ne fonctionne plus. Il peut y avoir aussi des maladies inflammatoires ou nécrosantes qui sont comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou chez l'enfant les entérocolites nécrosantes. Ce sont des maladies aussi où l'intestin ne fonctionne plus. Et les traitements peuvent ou pas fonctionner, parfois mènent justement à la résection où on va enlever le segment malade. Et c'est exactement ce qu'on fait en chirurgie, c'est-à-dire que si un segment
si un bout d'intestin ne fonctionne plus, a un cancer ou une maladie différente, on va venir en fait enlever cette partie malade. Et puis un petit peu comme de la plomberie, hein, au final, on va venir suturer ces différentes parties. Mais vous comprendrez bien que ce n'est pas toujours idéal, puisque comme on enlève des morceaux d'intestin, il ne marche pas de façon optimale. Alors, ce qu'on va utiliser, c'est justement ces différentes cellules souches qui sont justement dans ce tissu, dans ces petits puits qu'on a vus, et elles vont se diviser. On sait aujourd'hui les reproduire en laboratoire et on va former ces nouveaux organoïdes. Et ces petites cellules, elles vont en former plein d'autres et elles vont s'auto-organiser de telle façon à former un mini-intestin. Donc c'est un petit organe, on ne va pas former un intestin de 8 mètres de long comme on l'a dans notre corps humain, mais on va former des ébauches d'intestin qui vont nous permettre justement d'étudier l'intestin, de comprendre comment ça marche et peut-être d'aller tester différents traitements pour soigner les patients qui sont malades. Alors si on passe à la diapositive suivante, donc ces mini-organes, on peut les faire à partir du tissu du tissu adulte, hein, c'est ce que je vous présentais à l'instant. Et il y a aussi un autre type de cellule qui nous permet de former ces organes, et c'est ce que vous expliquait Alexandra tout à l'heure, hein. On a vu la cellule souche adulte, et là, on peut aussi utiliser ces fameuses cellules souches pluripotentes qui sont capables de donner virtuellement l'ensemble des cellules de l'organisme. Il faut juste savoir leur dire comment se transformer. Et au laboratoire, on a trouvé un petit peu le code pour faire tout ça. C'est-à-dire que ces cellules, on les cultive dans nos laboratoires et puis on va leur dire au cours du temps, en utilisant différents produits, comment former un petit intestin dans une boîte en plastique au final. Et ça, on arrive à le faire sur une séquence d'à peu près 1 mois. On va pouvoir justement former ces mini-organes. Ici que l'on prend avec ce qu'on appelle une petite pipette, et puis on va venir les mettre dans un gel, et on va les laisser grandir et grossir de telle façon à ce qu'ils forment des organoïdes intestinaux. Et ces organoïdes, ils sont très intéressants pour nous, c'est qu'on peut les utiliser parce qu'ils sont très complexes. Ils représentent une partie de notre intestin et ils ont beaucoup de cellules différentes qui sont très ressemblantes à ce qu'on va retrouver dans notre intestin à nous. Et au laboratoire, on les utilise d'une part pour comprendre comment l'intestin fonctionne, mais aussi comprendre les maladies, comment on peut intervenir dans ces maladies pour les soigner en trouvant des nouveaux traitements. On va pouvoir tester différentes drogues, différents médicaments, et on espère peut-être un jour pouvoir les utiliser pour de la transplantation sur des personnes qui en ont besoin lorsqu'on n'a pas de traitement thérapeutique, pas de médicaments possibles. On va envisager peut-être à plus long terme des stratégies de transplantation d'un nouvel intestin. Et je finirai par cette dernière diapositive. C'est juste pour résumer, ces cellules qu'on retrouve au milieu du cercle ici, qu'on appelle les cellules souches, qu'elles soient adultes ou qu'elles soient cellules souches pluripotentes, elles nous permettent aujourd'hui de faire des organoïdes de l'intestin, pour ce que je vous ai montré, pour comprendre les maladies et peut-être les soigner, ce qu'on va appeler de la médecine de précision, par exemple, où on va pouvoir, par personne, trouver peut-être des médicaments qui sont appropriés, ou dans un futur un peu plus lointain, faire de la thérapie réparatrice, où on va peut-être pouvoir construire des morceaux de tissus ou d'organes qui vont être remplacés, pouvoir être remplacés chez le patient qui présente un tissu malade. Je m'arrêterai ici sur cette partie intestinale, hein, sur un organe qui est peut-être un peu moins noble que le cerveau, et je laisserai Alexandra prendre la suite sur les organoïdes de cerveau. D'accord. Merci quand même. Non, mais c'est important. Pardon. Il y a beaucoup de blagues sur l'intestin et le cerveau. Bien sûr, ouais. Voilà. Alors effectivement, moi, dans mon équipe, on a une autre problématique et l'arrivée des cellules souches pluripotentes et des organoïdes a vraiment changé notre vie. C'est que mon équipe étudie les maladies qui vont toucher le développement du cerveau. Et le cerveau, c'est un petit peu particulier chez l'être humain. C'est peut-être un des seuls organes qu'on n'arrive pas très bien à étudier lorsqu'on travaille sur les modèles animaux. Comme vous le savez, une des alternatives pour comprendre la biologie ou trouver des traitements, c'est d'étudier notamment les rongeurs. Et je pense que c'est assez évident pour tout le monde que le cerveau d'une souris n'a rien à voir avec un cerveau humain. Donc on est vraiment très limité pour l'étude chez le rongeur. L'autre problème qu'on a, c'est qu'évidemment, on n'a pas accès aux tissus chez les patients, à part par l'imagerie cérébrale.
On ne peut pas prélever un morceau de cerveau à quelqu'un pour l'étudier. C'est impossible et c'est encore moins possible lorsqu'on s'intéresse aux maladies développementales, c'est-à-dire où le souci intervient, in utero, c'est-à-dire au cours du développement du fœtus et du jeune enfant jusqu'à l'adolescence. On ne peut pas suivre en fait comment un cerveau se développe et comme on ne sait pas exactement comment un cerveau se développe et ben, dans le cadre d'une maladie, on ne peut pas savoir ce qui ne va pas. Et si on ne peut pas savoir ce qui ne va pas, on ne peut pas trouver de traitement. C'est aussi simple que ça. Donc, on manquait tout simplement de modèles pour pouvoir étudier le développement des différentes parties du cerveau dans un cadre normal, physiologique, et dans le cadre où le patient est atteint d'une maladie monogénique qui compromet ce développement et qui aboutit ensuite chez l'enfant ou l'adolescent à des troubles moteurs ou à des troubles psychiatriques ou à d'autres troubles neurologiques. Donc là, ça a changé notre vie parce que grâce aux cellules souches pluripotentes, on est capable de reconstruire non pas alors on abuse toujours, on dit des mini-cerveaux, mais en fait, c'est pas réellement des mini-cerveaux et on souhaite pas particulièrement reconstruire des cerveaux en entier au laboratoire. On va reconstruire plutôt des zones particulières du cerveau. Le cerveau, comme vous le voyez sur le dessin, à gauche, c'est pas un organe homogène. Il y a différentes petites structures interconnectées les unes aux autres et elles ont toutes leur rôle dans la motricité, dans la cognition, c'est-à-dire la mémoire, dans l'apprentissage, dans les interactions sociales, et cetera, et cetera. Donc en fonction du profil du malade et du développement qu'on veut étudier, on va plutôt essayer de reconstituer, juste une des zones du cerveau qui nous intéresse. Et pour ça, on fait comme Maxime, on prend les cellules pluripotentes, donc qui sont capables de donner virtuellement toutes les cellules de l'organisme. On les met dans des petits contenants spéciaux qu'on appelle les agréwells pour qu'elles forment des petites boules. Et ensuite, on va exploser ces petites boules à des facteurs, donc des protéines, des vitamines, différents signaux en fait, donc dans le milieu de culture. Le milieu de culture, c'est la petite chose rose dans lequel les boules baignent en haut à droite. Donc dans ce milieu de culture, qui est le milieu nutritif, on peut mettre différentes molécules pour instruire en fait les cellules et leur indiquer qu'il faut qu'elles deviennent un tissu cérébral et un tissu cérébral d'une certaine zone. Alors ça prend du temps, hein, ça prend plus de 100 jours. Ici, vous avez l'exemple donc en haut à droite, de petits organoïdes cérébraux qu'on a obtenus au bout de 10 mois de culture au laboratoire. C'est des petites structures qui font environ 5 mm, donc on les voit à l'œil nu, qui sont plutôt rondes avec des petites bosses. Donc on les conserve dans ce milieu nutritif. Et si jamais on les découpe et qu'on étudie l'intérieur, eh ben, on retrouve un petit peu les éléments importants pour nous du cerveau. Les cellules qui sont vraiment bleu-vert, on va dire turquoise, qui sont au centre de la boule, très serrées, ce sont des fameuses cellules souches neurales. Donc, c'est celles auxquelles on n'a pas accès en temps normal. Et autour, les cellules avec des grands prolongements rouges, ce sont les neurones. Et les cellules vertes qui sont à l'extérieur, ce sont les cellules de support nutritif des neurones, donc la glie. Et en fait, pour nous, c'est hyper précieux parce que ça va nous permettre d'étudier comment chacune de ces cellules se forme et mature et se développe, et ensuite comment elles interagissent les unes avec les autres pour faire fonctionner correctement ce réseau de neurones qui est si important pour un fonctionnement normal. Et donc, on fait ça pour différentes régions. Par exemple, si on fait des organoïdes de cortex, le cortex, c'est la zone la plus superficielle du cerveau, ça nous permet d'étudier des maladies comme l'autisme ou par exemple la maladie d'Alzheimer chez les personnes plus âgées. Si on arrive à faire des petites structures de neurones dopaminergiques, eh ben, c'est ceux qui sont touchés dans la maladie de Parkinson, dans les différentes formes d'addiction. Il y a un fonctionnement anormal du système dopaminergique. Je pense que la dopamine, ça parle à tout le monde. C'est aussi ce qui est touché dans les troubles de l'attention liés ou non à l'hyperactivité. On peut aussi faire du cervelet pour les syndromes cérébelleux, du striatum pour la maladie de Huntington, etc., etc. Ce qu'on fait, nous, de ces petites boules, c'est qu'on va soit les placer dans ces petites puces là que vous voyez à droite. En fait, dans les petits trous bleus, on passe différents organoïdes de différentes régions cérébrales. Et ensuite, dans la petite partie en rouge, on peut faire passer un flux liquidien qui va ressembler un petit peu à la circulation sanguine dans le cerveau, et ça permet un petit peu de voir comment les structures entre elles interagissent. Et enfin, on peut évidemment donc essayer de mieux comprendre une maladie, et surtout comme on a des petits cerveaux miniatures qu'on peut manipuler avec des automates et dans des formats très petits, on peut faire de la recherche de médicaments à haut débit. Et là, je vais mettre une petite vidéo qui explique rapidement le principe du criblage de médicaments avec les cellules souches et donc les organoïdes.
La capacité offerte par les cellules souches pluripotentes humaines de se diviser à l'infini et de se différencier dans des types cellulaires d'intérêt nous permet de générer de larges spectres de modèles pathologiques applicables pour de la recherche pharmacologique. Cette recherche commence tout d'abord par ensemencer de façon automatique les cellules d'intérêt dans chacun des puits formant des plaques contenant jusqu'à 384 puits. Ensuite, chaque puits est traité par des composés pharmacologiques différents. Ceci se fait grâce à un automate dédié à cette tâche et qui permet de pouvoir traiter un très grand nombre de plaques en parallèle. Finalement, la plaque sera traitée par un autre automate qui lui permet d'analyser chaque puits afin de déterminer lequel des composés pharmacologiques est le plus efficace. À ISTEM, nous utilisons en particulier différentes plateformes de microscopes automatisés qui nous permettent d'analyser si différents paramètres cellulaires, tels que le nombre de cellules, leur forme, l'expression de certains marqueurs, ont pu être normalisés par le traitement. Le fait à nouveau que tout ce processus soit automatisé nous permet d'étudier un très grand nombre d'échantillons en parallèle et de déterminer le composé ou les composés prometteurs, car capables de normaliser les anomalies cellulaires étudiées. Parmi ces composés candidats, nous étudions ensuite leur mode d'action et leur toxicité. Les meilleurs candidats sont ensuite étudiés dans des modèles animaux de la pathologie étudiée. L'étape finale dans ce processus de criblage pharmacologique est bien sûr l'essai clinique chez les patients qui permettra d'aboutir à la génération de nouveaux médicaments. Voilà, donc moi je vous ai donné les principes généraux. On a choisi avec Sandrine de vous montrer un exemple sur la dystrophie myotonique de type 1, sur comment on peut utiliser ces petits organes cérébraux pour étudier un aspect particulier de cette maladie. Alors, bonjour à tous. Donc, voilà, pour illustrer les propos d'Alexandra, donc on va partir maintenant sur la dystrophie myotonique de type 1, qui, alors juste brièvement pour vous la présenter, c'est une maladie rare, mais qui touche quand même à peu près 5 personnes sur 10 000, donc c'est quand même finalement une maladie assez fréquente et pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif à l'heure actuelle. Et comme vous pouvez le voir sur ce dessin, en fait, c'est une maladie multisystémique. Ça veut dire qu'elle va toucher, elle va impacter différents organes, plusieurs organes du corps, de manière plus ou moins importante. Alors, pendant longtemps, en fait, le principal organe qui était étudié, c'était le muscle, parce que, en fait, ça induisait chez les patients une incapacité à desserrer le poing, par exemple, après avoir contracté leurs muscles. Ça entraînait aussi une faiblesse musculaire qui les empêchait au bout d'un certain temps de marcher, mais aussi au plus long terme et de manière plus grave, les empêchait de respirer. Donc pendant très longtemps, il y a eu pas mal de développements qui ont été faits sur le muscle, mais bon, comme vous pouvez le voir ici, il y a aussi des atteintes du cœur et du système nerveux central. Alors vous voyez bien que pour ce type de maladie qui touche plein d'organes, ben, les cellules souches pluripotentes sont vraiment un outil extraordinaire parce qu'on va pouvoir aller comme ça explorer dans chacun de ces tissus l'impact de la maladie. Donc pour cela, comme Maxime et Alexandra vous l'ont expliqué, on part des patients, on produit des cellules pluripotentes qu'on va pouvoir différencier dans soit des cellules qui sont dans le lignage du muscle, soit des cellules neurales, etc. Étudier les stigmates de la maladie in vitro et puis tester des médicaments comme ce que vous avez pu voir dans le petit film à l'instant. Et à l'heure actuelle, ben, dans l'équipe, nous avons pu identifier plusieurs molécules qui présentent un intérêt thérapeutique pour la DM1. Certaines d'entre elles ont déjà pu être testées dans un essai clinique de phase 2 et sont actuellement en cours dans 2 essais cliniques de phase 3, c'est-à-dire on essaye cette fois-ci maintenant de tester leur efficacité sur un plus grand nombre de patients. Donc voilà, ça c'est pour la prise en charge des symptômes qui touchent le muscle. Donc comme vous pouvez le voir, on en a d'autres qui sont en cours de caractérisation et il y en a d'autres dans le monde qui sont également en train d'être évalués. Mais donc maintenant qu'on voit qu'il y a plusieurs molécules qui sont dans le pipeline pour le muscle, on s'intéresse maintenant aussi cette fois-ci à d'autres symptômes, à des symptômes qui touchent cette fois-ci le système nerveux central. Alors il y a d'autres équipes qui travaillent sur le cœur dans le monde, mais nous on va s'intéresser aux
au système nerveux central parce que finalement, ce sont des symptômes qui impactent fortement la vie des patients. Parce qu'on va avoir, par exemple, une hypersomnolence, on va avoir, ils vont ressentir, des difficultés d'apprentissage quand ils sont jeunes, qu'ils sont à l'école, beaucoup d'anxiété et finalement, bah, ça impacte beaucoup la vie des patients et il faut prendre faut trouver une solution pour ces symptômes-là. Alors, chez ces patients, hop, qu'est-ce qu'on voit, quand on regarde? J'essaie de récupérer, voilà, la petite flèche. Donc quand ils font de l'imagerie médicale, en fait, on voit que dans le cerveau des patients, eh bien, on a une petite perte du volume du cerveau, ce qui semble indiquer qu'il y a des zones du cerveau qui se sont un petit peu atrophiées, qui sont entrées en dégénérescence et quand malheureusement des patients, décèdent et donnent leur cerveau pour la science, on a pu, observer qu'effectivement les cellules de ces patients contenaient bien, des stigmates de la maladie qui sont ces petits points, ce qu'on appelle des fossiles toxiques qui vont empêcher les neurones de fonctionner normalement. Donc tout ça, ça nous emmène pour notre problème de trouver des nouveaux traitements pour les symptômes neuro, bah, c'est de se dire finalement, est-ce que nos cellules souches pluripotentes, elles vont pouvoir répliquer ces anomalies structurales et puis et cellulaires? Et du coup, est-ce que ça va être un bon modèle pour tester les molécules qu'on a déjà, pour voir si on peut les réutiliser cette fois-ci pour traiter les symptômes neuro de l'ADM? Alors pour cela, bah, ce qu'on a fait, dans l'équipe, c'était le travail de notre étudiante en master. Elle est partie des IPS issus de patients DM1 qu'elle a différenciés en organoïdes. Donc là, je vous rappelle ce que Alexandra vous a expliqué, hein. On a des zones où on a les progéniteurs neuraux qui vont se différencier comme ça et mimer un petit peu pour mimer, de manière un peu simplifiée, schématisée les différentes couches, de notre cerveau. Alors quand elle utilise des cellules non malades, elle suit leur développement au cours du temps et si vous pouvez même voir par transparence ces petites boucles-là quand tout va bien. Et quand elle utilise des cellules, des IPS de patients en DM1, eh bien, on voit qu'au début, le développement suit celui des cellules non malades, mais qu'au cours du temps, ben, en fait, les organoïdes cérébraux, ils présentent une taille plus réduite, comme si leur développement était altéré. Et on peut quantifier ça hein, en faisant le pourtour avec des logiciels d'imagerie. Et puis, on a pu quantifier qu'en fait, effectivement, dès le 22e jour de différenciation, on voit une différence de taille. Alors on s'est demandé, on peut se dire: «Mais, qu'est-ce que, quelle est l'origine de cette, différence de taille? Comment on peut l'expliquer?» Alors pour écarter tout de suite un problème de technique, ben, on est allé déjà vérifier si ces cellules portaient les mutations, pour savoir si finalement dans le cerveau, comme dans le cerveau de patient, on avait beaucoup de cellules qui étaient touchées. Donc pour cela, notre étudiante a découpé, ces petits organoïdes cérébraux en petites tranches de 15 micromètres et puis elle a marqué, ces tranches d'organoïdes cérébraux avec, une sonde et puis elle a pu revoir qu'effectivement, la majorité des cellules exprimaient ces fossiles qui étaient toxiques pour les cellules, ce qui explique certainement la perte de taille dans l'ADM. Alors du coup, on s'est demandé, mais du coup, est-ce que finalement ces organoïdes n'étaient plus capables de se différencier correctement? Donc cette fois-ci, on a voulu regarder si les progéniteurs neuraux, hein, ce dont vous parlez Alexandra, les bébés neurones étaient bien là. Donc là, elle a utilisé un marqueur bleu qui marque la totalité des cellules. Puis quand elle utilise un marqueur vert qui marque ses cellules progénitrices, et bien finalement, dans les cellules non malades, bien, on voit qu'on est capable de les détecter. Mais on est également capable de les détecter dans les organoïdes cérébraux issus de patients. Donc, au jour 25, finalement, on a une différence de taille, mais les progéniteurs sont là. On n'a pas un problème de mise en place au jour 25, c'est pas de là que vient le problème. Alors ensuite, on a utilisé un autre marqueur qui, cette fois-ci, va s'intéresser à voir si, finalement, ces fossiles toxiques, est-ce qu'ils conduisent à la mort des cellules? Alors, toujours pareil, quand on utilise des cellules non malades, des organoïdes cérébraux qu'on coupe en petites tranches et qu'on révèle les progéniteurs neuraux qui sont là, et puis on voit quand on utilise un autre marqueur en rouge ici qui marque les cellules qui sont en train de mourir, que de ci, de là, on est capable de détecter des cellules qui vont pas bien, mais globalement, elles sont minoritaires par rapport à la totalité. Par contre, quand on utilise les organoïdes cérébraux de patients en DM1, on retrouve la nos rosettes, mais on voit que tout autour de ces rosettes, eh ben, on a beaucoup, beaucoup de cellules qui sont en souffrance, qui sont en train de mourir. Et de manière intéressante, c'est
à l'extérieur des zones de ces petites rosettes. Et donc, en fait, notre hypothèse, ce serait que tant qu'elles sont petites bébés, tout va bien, mais dès qu'elles commencent à rentrer en différenciation et de devenir des neurones, et ben là, elles rentrent en souffrance, elles meurent, d'où la différence de taille qu'on observe. Alors du coup, bon, bah, une fois qu'on a ça, on est en train de continuer à travailler sur cet aspect, à mieux comprendre ce qui se passe. Mais en parallèle, vu qu'on arrive à détecter une différence entre les cellules malades et non malades, les organoïdes cérébraux malades et non malades, eh bien, on s'est dit qu'on pouvait d'ores et déjà commencer à les mettre en plaques et puis surveiller grâce à des automates leur croissance au cours du temps. Comme ça, on a des automates comme ça. Et puis, on va pouvoir exposer ces cellules dans chacune des puits, mettre un médicament différent, que ce soit les médicaments qu'on a identifiés à ISTEM, mais aussi d'autres médicaments qui ont été identifiés partout dans le monde, qu'on pourrait tester seuls ou en combinatoire pour augmenter leur efficacité. Et le but, c'est finalement, nous, ce qu'on va chercher, c'est voir si notre logiciel va être capable de détecter si le traitement d'un médicament va pouvoir empêcher permettre aux organoïdes de DM1 de grandir et d'avoir une taille qui est équivalente à celle des organoïdes non malades. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'état de nos expériences sur la DM1 et je repasse la parole à Alexandra. Bon, je pense qu'on a terminé pour la partie exposée. Après, voilà. On va conclure cet apéro au labo. Déjà, un grand merci à Maxime, Alexandra et Sandrine pour cette présentation passionnante et hyper pédagogique sur ces mini-organes. Sachez qu'il y a encore des apéros au labo qui auront lieu demain et que l'ensemble des apéros seront disponibles en replay sur le site de la Fête de la Science. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le Téléthon 2022 qui aura lieu les 2 et 3 décembre. Et vous pouvez trouver toutes les infos sur cette prochaine édition sur le site téléthon2022.fr que je vous indique dans le fil de la conversation. Un grand merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci d'avoir assisté. Au revoir. Merci à tous. Ouais. Bonsoir. Merci. Au revoir.